Bonjour à tous, je suis Ali Remtoula, consultant partenaire d'Apostrophe depuis plusieurs années et j'ai le plaisir d'intervenir dans la réalisation des missions d'évaluation par Assessment Center en tant qu'évaluateur et spécialiste du non-verbal et de l'analyse comportementale. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un numéro très spécial du podcast d'Apostrophe dédié à la gestion des talents. Je parle ici d'une édition spéciale car j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui celle qui d'habitude partage le micro avec nos invités, Virginie Graziani. Son livre, Ces signes qui ne trompent pas, s'adresse à celles et ceux qui dirigent, recrutent, managent ou accompagnent. Je vous invite à un échange avec une femme qui nous apprend à lire autrement. Et avant la fin du podcast, elle partagera avec nous 3 conseils pour mieux observer, mieux capter la personne qui se trouve en face de nous. Bonjour Virginie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je te laisse te présenter au cas où certains te découvriraient aujourd'hui par inadvertance, en tombant sur ce podcast, en se demandant qui est Virginie Graziani. Alors, je suis Virginie, j'ai créé J'anime Apostrophe, un révélateur de potentiel et de compétences depuis plus de 15 ans. Après un parcours de 7 ans à l'étranger, je suis rentrée en France en 2003 pour redécouvrir mon métier de conseil en RH. Et ensuite, j'imagine qu'avec le métier que tu exerces, tu t'es intéressée au non-verbal. Tu nous en parles un peu plus ? Oui, j'ai débuté par l'évaluation de candidatures dans le cadre de recrutement de cadres expatriés. En plus de 20 ans, c'est comme ça finalement que j'ai développé une expertise de la gestion des talents et notamment de l'évaluation de potentiel. Le non-verbal, finalement, il s'est imposé à moi comme une évidence très rapidement. Alors je me suis formée pour développer une maîtrise de la discipline du langage corporel, du comportement humain et de la communication non-verbale. Ces dernières années m'ont véritablement permis de compiler et de modéliser ce que j'ai appris. Premièrement, dans l'analyse de la démarche, de la poignée de main aussi, grâce à l'unique occidental à avoir navigué au sein de la maison impériale du Japon. Dans un deuxième temps, dans l'analyse des gestes en temps réel, venant principalement de mon titre de synergologue. Et enfin, dans ma formation, aux travaux du célèbre conseiller scientifique de la série Lie to Me et du dessin animé Vice Versa, Paul Ekman, le fameux psychologue américain qui a énormément travaillé sur les émotions et les marqueurs de crédibilité et de véracité. Alors concrètement Virginie, qu'est-ce que tes clients viennent chercher chez Apostrophe ? Alors, mon activité principale, concrètement, c'est l'évaluation et le développement des talents. J'accompagne les entreprises dans le cadre de recrutement, d'évaluation et de formation. Je réalise des évaluations professionnelles, appelées Assessment ou Development Center, soit dans un objectif de sélection, par exemple mobilité interne ou nouvelle organisation, soit dans un objectif de développement grâce aux recommandations individuelles d'accompagnement, donc avec une finalité de formation et ou de coaching professionnel, là sur mesure. Je forme et je coach de nombreuses personnes sur la thématique du non-verbal depuis plus de 12 ans. J'anime aussi des conférences pour les formats les plus courts. Je vois, ça fait longtemps que tu as envie d'écrire un livre. Pourquoi l'avoir écrit que maintenant ? Ce livre est selon moi un moyen de sensibiliser et de former de façon plus massive. Et peut-être aussi d'approcher un public différent, tel que les managers qui peuvent parfois se sentir délaissés et isolés au sein de certaines organisations. Aujourd'hui, le non-verbal, il est partout, mais rarement exploité à sa juste valeur dans les entreprises. Parce que finalement, les signaux faibles parlent avant les alertes RH. Parce que le corps d'un collaborateur raconte l'histoire d'un engagement ou d'un glissement silencieux. Et cette histoire, elle est souvent sous-estimée. Un exemple simple que nous vivons tous au quotidien. Un téléphone qui sonne, qui vibre et hop, notre attention bascule dans une autre dimension. Et notre interlocuteur en face de nous n'existe plus. Et du coup, notre regard qui est capté par autre chose, cela ne nous permet plus de lire entre les gestes. Selon moi, nous avons besoin d'un électrochoc, de revenir aux fondamentaux, aux bases plus naturelles de notre nature humaine et animale. C'est pour toutes ces raisons que lorsque les éditions Vipère m'ont contacté pour me proposer ce projet de livre, ça s'est rapidement imposé à moi comme une évidence. Mais qu'est-ce que tu entends par lire entre les gestes ? Alors lire entre les gestes, c'est ne pas s'arrêter aux mots. Comprendre ces équipes, c'est capter ce qui ne se dit pas. Il s'agit aussi de sortir de tous ces fameux clichés et mythes sur le non-verbal. Il y a tellement de choses à décoder chez l'autre. Pourquoi se focaliser encore et encore juste sur un croisement de bras ? Dans notre corps, nous portons tous des morceaux de notre propre histoire, de nos pensées, voire des éléments de notre lignée. Cependant, c'est désormais prouvé. Ce que nous vivons impacte durablement et directement notre ADN. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour notre corps, notre posture et nos gestes ?
Mais dans ce cas-là, tu aurais peut-être pu imaginer de faire un dictionnaire des gestes. Oui, on m'a souvent demandé ça, on m'a souvent dit ça, mais c'est sans compter qu'il faudrait une véritable encyclopédie parce que j'aurais tendance à dire qu'il y a autant de dictionnaires que de personnes. Et puis, il faut prendre en compte l'aspect culturel du non-verbal qui entre dans notre analyse. Tu sais, en fonction des pays, certains gestes sont des insultes alors qu'ils sont complètement anodins dans d'autres cultures. Et tu sais, quand on voit le nombre d'années qu'il a fallu pour sortir le DSM-6 en psychologie, c'est-à-dire le listing des pathologies psychiatriques, je pense que c'est pas pour tout de suite, surtout que c'était une commande de l'armée américaine et qu'eux, ils ont vraiment mis les moyens. En parlant de ça, tu réponds quoi à ceux qui te disent le non-verbal, le body language n'est pas une science? Eh bien, je réponds qu'ils ont raison et je dis pareil pour les gens qui disent que c'est une science parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de noir ou blanc. Nous avons déjà tellement d'extrêmes de tous les côtés dans notre société actuelle. Et ben moi, je suis rationaliste. Je crois ce que je vois, c'est ce que j'explique dans mon livre. Le comportement non-verbal, il se voit. Donc mon approche, c'est vraiment une approche comportementale rationaliste. J'imagine qu'avec ce que tu dis, qu'à toi aussi, on t'a déjà dit que cette approche est un peu trop intrusive. On voit tout sans l'accord des gens. Oui, c'est intrusif lorsque c'est mal fait, ça dépend de l'intention. Mais ça, c'est dans tous les domaines finalement. Même pour les choses les plus anodines, par exemple un couteau, tu peux l'utiliser soit pour ouvrir une huître, soit pour ouvrir une personne. Tu vois, il y a des armes par destination et des armes par fabrication. Les peurs et les craintes des gens, on ne peut pas les empêcher. Et tu le sais, un analyste comportemental, ce n'est pas un thérapeute. C'est pas faux. Donc, pour que ce soit bien fait, il faut une justesse dans l'analyse et une intention adéquate à la situation. Mon livre a aussi cet objectif de pousser vers la justesse d'une analyse scientifique en sensibilisant le grand public pour éviter de croire que tout est magique. Les plus concernés, ce sont les dirigeants, RH et managers. Ah bon? Mais vraiment, quel est le rôle du manager dans cette approche alors? Il est central, surtout en entreprise. Son rôle est essentiel dans l'accompagnement et le suivi des collaborateurs. C'est vraiment celui qui crée, entretient et construit dans le temps une relation de confiance. Donc, dans ces conditions, tu comprends qu'il est le mieux placé pour bien connaître ses équipes et donc observer tout changement de comportement inhabituel. Moi, je reste convaincue que 90% des problèmes en entreprise pourraient être évités si les dirigeants et managers regardaient autrement leurs collaborateurs. Regarder l'autre, c'est déjà commencer une discussion en quelque sorte. C'est ouvrir une porte pour reconnaître et accueillir l'autre. Mais lui, j'imagine qu'il est aussi observé par ses équipes, non? Oui, exactement. Le manager ignore souvent qu'il est lu en silence par le corps. Même sans parler, il va influencer le climat. C'est pourquoi le manager donne le ton, même sans le vouloir. On peut dire qu'il est un amplificateur émotionnel. Un leader parle, même quand il se tait. Un leader rayonne ou alors il fait fuir. Et ça joue dans le non-verbal. Alors dis-moi, qu'est-ce que ton livre apporte concrètement à une organisation, une entreprise ou même une PME? Eh bien, je dirais qu'il permet de repérer plus tôt, de réagir plus finement et également de communiquer plus justement. C'est un levier d'alignement managérial, de prévention des risques psychosociaux et ou de qualité de vie au travail et donc de décisions humaines mieux ancrées. Observer, c'est déjà comprendre. Le corps écrit finalement ce que la bouche n'ose pas toujours dire. Mon livre montre simplement mais concrètement que le non-verbal est un levier stratégique sous-estimé. Bien utilisé, il permet de mieux recruter, mieux manager, anticiper le mal-être et amplifier sa posture de leader. Mais cette lecture corporelle demande rigueur, discernement et conscience aussi de ses propres filtres. Voir l'autre, c'est aussi apprendre à mieux se voir soi. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est toujours un passage obligatoire. Se former à l'observation et à l'analyse du non-verbal, c'est aussi une forme de développement personnel, car on touche à notre perception, notre façon de voir les autres et le monde, qui a été façonnée par notre histoire. Donc, se former, finalement, ça commence par prendre conscience de soi, de son vécu, des traces qu'il laisse et de ce que nous en avons fait pour nous et dans la relation aux autres. Et justement, pour ces managers, ton livre, ça peut être un manuel, un guide, voire même une méthode. Oui, c'est un peu tout ça, mais c'est surtout un décodeur. Je l'ai conçu de manière que chaque chapitre réponde à un besoin bien particulier rencontré en entreprise. Le premier chapitre reprend les fondamentaux pour une démarche d'observation et d'analyse qui fonctionne. Ensuite, chacun peut s'orienter en fonction des besoins rencontrés, car nous n'allons pas observer et parfois pas même voir les mêmes choses. Par exemple, lorsque je recrute en visio, ou alors quand je reçois mon collaborateur et je le vois arriver à mon bureau. Concrètement, tu as une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai un exemple qui m'arrive très souvent personnellement. Mes bureaux sont agencés de manière à voir une personne des pieds à la tête. En 2014, j'avais changé tout notre mobilier qui est devenu transparent justement pour favoriser ma lecture du non-verbal. Par contre, t'imagines bien que dès que je suis en dehors de mes locaux, je dois sélectionner les parties visibles, puisque ailleurs, les tables sont généralement opaques.
Mais alors, cela veut dire que tes visiteurs ne bougent plus quand ils viennent dans tes locaux d'apostrophe? Ah oui, j'ai souvent cette réaction. Alors je tiens à souligner que mon livre n'enseigne pas le contrôle, il invite à la conscience. Habituellement, on me demande beaucoup comment contrôler ces gestes, et moi, je suis convaincue que l'objectif est davantage dans le fait d'être aligné avec ce que l'on pense et le message que l'on souhaite faire passer. Donc tu comprends que le pouvoir d'un manager ou d'un leader ne réside pas dans ses discours, mais dans ce qu'il incarne. Ce que l'on dit compte, ce que l'on tait marque énormément, et ce que l'on montre, sans le savoir, dirige tout le reste. Bref, le livre est une boussole et il apprend à voir ce que les autres ne perçoivent pas. Super intéressant. On dit que le corps ne ment jamais. Tu en penses quoi, Virginie? En réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un qui est hyper convaincu lui-même va décliner un registre de gestes qui va aller dans le sens de ses convictions fortes. Et je dois avouer, je tiens à souligner quelque chose d'important. Un comportement, pour moi, ce n'est jamais ni positif ni négatif, puisque du coup, tu m'emmènes vers le terrain du mensonge. Pour moi, il s'agit de ne pas juger, c'est pas mon rôle d'ailleurs, mais de comprendre ce que le comportement dit de son auteur. C'est exactement comme dans un test de personnalité ou dans une évaluation. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu vois, c'est vraiment en fonction du contexte, recrutement, mobilité interne, etc. Certains comportements vont paraître plus adaptés ou pas selon le poste. Alors avant de finir, on a promis à nos auditeurs que tu allais nous offrir un petit cadeau. Quels sont les 3 conseils que tu souhaites partager à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent mieux observer, mieux capter la personne qui se trouve en face d'eux? Alors le premier conseil, ce serait peut-être de choisir le bon moment pour observer. C'est précisément lorsqu'on va poser une question à impact qu'il va s'agir de regarder avant justement la question, au moment où on questionne, et puis la réaction qui se passe après justement la question. Donc je dirais que j'invite vraiment à prioriser un regard actif et sélectif. Tu vois, par exemple, moi je commence chaque restitution d'Assessment Center, cette évaluation professionnelle des compétences et du potentiel, en posant systématiquement cette question ouverte. Alors, comment ça s'est passé pour vous? J'en avais d'ailleurs même fait mon thème de recherche pour la validation de mon titre de synergologue en 2018. Et bien, étonnamment, ça m'a permis de réaliser que l'observation des 60 premières secondes de cet entretien de feedback déclenchait des marqueurs de 90% des informations qu'allait ensuite me partager mon interlocuteur pendant les 20 à 40 minutes qui suivent. Monstre bien. Et le deuxième? Alors, dans la même idée, je dirais qu'il ne faut pas chercher à tout voir. Quelque part, il faut s'imposer une rigueur mentale dans l'observation et aussi dans l'analyse. Tu vois, l'objectif, c'est d'éviter de s'éparpiller, de saturer sa détection et donc après de consommer beaucoup trop d'énergie. Par exemple, tu sais que c'est au moment où l'interlocuteur rentre dans la pièce que tu vas pouvoir analyser sa démarche. Une fois qu'il est assis, ton focus, il doit porter sur d'autres zones, d'autres marqueurs visibles et aussi significatifs. Pareil, si une zone est occultée dans ton observation, il va s'agir de trouver un autre pôle à observer afin de disposer d'autres marqueurs. Monstre bien. Alors pour le troisième conseil, je dirais que c'est plus facile en fait de commencer à observer quand on sait ce qu'on recherche. Ça va conditionner finalement cette observation et donc notre analyse. Par exemple, est-ce que tu souhaites voir si ton interlocuteur est en train de t'écouter? Ou alors s'il est d'accord avec toi? Ou alors s'il est impatient d'en finir et qu'il veut vite passer à autre chose? Tu vois là, ce ne sera pas les mêmes marqueurs que tu vas observer. Donc c'est finalement une démarche assez similaire à celle d'un brief de poste finalement en amont d'un recrutement. Quels sont les éléments indispensables que tu as besoin de valider chez ton interlocuteur, qu'il s'agisse par exemple des valeurs qu'il porte, de sa capacité à être déterminé dans la réalisation de la mission que tu lui confies ou encore d'autres choses. Merci Virginie pour ces 3 conseils. Et voilà, une interview avec Virginie, c'est comme une séance de coaching invisible. On ne regarde plus les gens de la même manière après l'avoir écouté. Je rappelle que le lien vers ton livre en précommande est disponible sur la page du podcast. Virginie, je te remercie pour cet échange. Merci Alice, c'est moi qui te remercie d'avoir relevé le défi de tenir le micro d'apostrophe. Merci à tous, c'était notre dernier épisode de cette saison. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine saison à venir. En attendant, bien entendu, toutes nos ressources gratuites sont accessibles en ligne sur apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt, au revoir. Au revoir Virginie.